Si vous trouvez risqué de créer des liens avec quelqu'un, le problème ne vient pas de vous, mais peut-être d'une décision prise par votre esprit. Certaines personnes appellent cela la solitude. Mais le problème n'est pas d'être seul, c'est de trouver dangereux de créer des liens. Voici 5 caractéristiques psychologiques des personnes qui ont du mal à créer des liens. Numéro 1. Percevoir la proximité comme une menace. La proximité n'est pas toujours un espace rassurant pour certaines personnes. Au contraire, certaines personnes ne choisissent pas la solitude. L'esprit, trouvant les relations risquées, considère la solitude comme plus sûre, plus contrôlable. Le scénario suivant se déroule dans l'esprit. S'il me connaît vraiment, il verra aussi mes faiblesses. Et s'il les voit, il pourra un jour les utiliser contre moi. C'est pourquoi une distance est mise en place. Les gens montrent leurs émotions en les retenant. La proximité s'arrête à un certain point. Cette attitude peut sembler distante ou indifférente à la plupart des gens. Mais en réalité, il ne s'agit pas d'un repli émotionnel. L'esprit répète une leçon apprise dans le passé. Quand je me suis rapproché, j'ai souffert. Et il veut se souvenir de cette leçon. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est un réflexe de défense. Cela a fonctionné à un moment donné. Cela a permis à la personne de rester debout. Mais aujourd'hui, ce même réflexe peut rendre difficile la création de liens. Et peut-être que la vraie question est la suivante. Chaque proximité est-elle vraiment une menace ou l'esprit se prépare-t-il encore à d'anciennes guerres? Numéro 2. La confiance s'installe très lentement. Tout le monde ne se lie pas à la même vitesse, car leur expérience leur a montré que les paroles ne correspondent souvent pas aux actes. C'est pourquoi la confiance ne s'installe pas en un instant, mais à travers des expériences répétées. C'est pourquoi il y a une distance au début. Une intimité rapide dérange, car la rapidité ne donne pas le sentiment de profondeur. Au contraire, elle laisse penser que certaines choses ont pu être omises. Les promesses faites de trop tôt ne suscitent pas l'espoir, mais souvent le doute. L'esprit se demande « Pourquoi ces paroles sont-elles prononcées alors que tu ne me connais pas encore ?» Pour ces personnes, la confiance se mesure davantage aux comportements répétés au fil du temps qu'aux paroles prononcées. Qui reste cohérent, qui agit de la même manière, même dans les moments difficiles. Qui change lorsque l'intérêt diminue. Vu de l'extérieur, ce processus peut sembler être de la distance, de la réserve ou une attitude défensive. Mais à l'intérieur, c'est différent. Cette distance n'est pas de la méfiance. C'est un système d'alarme finement réglé qui a appris à survivre dans le passé. Numéro 3. L'exaltation excessive de l'indépendance, je m'en occupe moi-même. À première vue, cette phrase semble forte, solide et pleine d'assurance. Mais chez certaines personnes, derrière ces mots se cache une voix imperceptible qui dit « Si je me trompe, ma valeur diminuera ». C'est pourquoi l'indépendance cesse d'être un choix. Elle devient une obligation. Demander de l'aide semble risqué. Recevoir du soutien est perçu comme une dette. S'appuyer sur quelqu'un devient un terrain glissant. L'esprit a appris ceci. Si je me débrouille seul, personne ne pourra m'abandonner en cours de route. À ce stade, l'indépendance n'est plus une liberté. C'est un prétexte plausible pour éviter de s'attacher. Car s'attacher implique d'avoir besoin. Et avoir besoin implique le risque d'être déçu. C'est pourquoi la phrase « je n'ai besoin de personne » n'est souvent pas une démonstration de force, mais une défense préventive. Elle a fonctionné à un moment donné. Elle a permis à la personne de rester forte. Mais le prix à payer est le suivant. Le fardeau est toujours porté seul. Les difficultés ne sont pas partagées. La proximité n'est plus un espace sûr. Peut-être que le véritable enjeu est de rétablir l'équilibre entre être indépendant et pouvoir bénéficier d'un soutien. Numéro 4. Ne pas considérer le partage émotionnel comme une faiblesse. Exprimer ses émotions n'est pas un espace réconfortant pour eux. Au contraire, cela comporte un risque de perte de contrôle. L'esprit a appris très tôt que, si je montre ce que je ressens, je deviens vulnérable. Et la vulnérabilité, c'est être sans défense. C'est pourquoi les émotions sont refoulées. Elles sont remplacées par des pensées. On préfère comprendre plutôt que ressentir. Cette attitude peut sembler indifférente de l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est tout autre chose. Ce n'est pas un manque d'émotion. C'est une discipline préventive qui permet de contrôler ses émotions. Elle a fonctionné à un moment donné. Elle a permis à la personne de tenir bon. Mais à long terme, elle produit l'effet suivant. Les émotions ne sont pas réprimées, elles sont simplement reportées. Et chaque émotion reportée se rappelle un jour à notre souvenir avec encore plus de force. Numéro 5. Faire de la solitude une situation normale. Pour eux, la solitude n'est pas un vide ou une fuite, mais un état normal. Les émotions sont sous contrôle, les limites sont claires. Personne ne crée d'attente, il n'y a pas de risque de déception. Dans les relations, il y a de l'incertitude, des malentendus et des besoins non satisfaits. Lorsque l'esprit s'en rend compte, il dit « moins de variables, moins de souffrance ». C'est pourquoi la solitude n'est pas vécue comme un manque, mais comme un espace stable. Ni l'avenir, ni le destin ne sont incertains. Même si cela peut sembler être un détachement émotionnel vu de l'extérieur, la motivation intérieure est simple, minimiser les risques. Mais si elle n'est pas remarquée avec le temps, la solitude cesse d'être un espace de repos et se transforme silencieusement en habitude. Elle apporte de l'ordre, mais suspend le besoin de proximité. Les personnes qui ont du mal à créer des liens ne sont pas fermées à l'amour.
Elles ont simplement appris très tôt que la proximité n'est pas toujours sans danger. La vraie question est la suivante. Cette défense vous protège-t-elle encore ou vous contrôle-t-elle ?